Philippe Verdol, je suis maître de conférence en économie à l'Université des Antilles et j'aime bien aussi présenter une deuxième casquette. Je suis président de l'association Envie Santé. Envie Santé, c'est environnement, vie et santé. Alors le chlordécone, c'est un pesticide à base de chlore. L'efficacité du chlore a été observée pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Quand les soldats étaient gazés, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi plein d'insectes morts dans les tranchées. Donc les gaz de combat, le gaz moutarde, ont été reconvertis en pesticides à la fin des conflits. Et ce pesticide a été utilisé en Guadeloupe et en Martinique aussi, à partir de 1972, alors même que la France avait décidé de retirer les organochlorés de son agriculture. Le chlordécone, il a été autorisé pour lutter contre le charançon du bananier. La Guadeloupe, c'est un archipel. Il y a deux parties et l'essentiel de l'eau se trouve en basse terre, là où on cultivait la banane, justement, de manière intensive. Et donc, les réserves d'eau sont polluées au chlordécone. En 2018, il y a une étude de Santé publique France qui a montré que 92% des Martiniquais étaient contaminés par le chlordécone et 95% des Guadeloupéens. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le moyen de casser la molécule là où elle se trouve, mais l'INRA et le BRGM ont fait des études là-dessus. Ils montrent que par lessivage naturel, il faudra à peu près 600 ans pour lessiver les sols en Guadeloupe, et selon l'INRA, et 700 ans selon le BRGM. Dans les années 80, l'OMS a produit un guide chlordécone dans lequel elle indiquait qu'en matière de chlordécone, aucune dose journalière n'est admissible dans la consommation humaine. Bon, mais malgré ça, la France a défini des limites maximales. Vous pouvez manger jusqu'à telle quantité. Et quand elle a fait cette définition, sous l'impulsion des lobbies qui travaillaient donc en France, elle a défini deux types de normes pour les produits végétaux. Les produits qui relèvent de l'agriculture tropicale, en gros, et ceux de l'agriculture tempérée. Alors, si on prend par exemple le cas du sucre, actuellement, 10 microgrammes tolérés maxi pour le sucre de betterave, mais pour le sucre de canne, c'est 20 microgrammes. C'est le double. Pourtant, c'est du sucre et du sucre, mais ce n'est pas les mêmes populations. D'un côté, vous avez la population européenne, métropolitaine, française, et de l'autre côté, eh bien, vous avez des anciens colonisés. Moi, je pense que l'expérience des peuples du monde, notamment, peut nous être très précieuse, parce que de par le monde, il y a beaucoup de territoires qui ont subi des pollutions qui sont lourdes, que les uns racontent aux autres comment ils se sont récupérés. Tous les espaces qui ont connu de grandes catastrophes, par exemple à Bhopal, en Inde, à Minamata, au Japon. J'ai plusieurs collègues à l'université en sciences exactes et naturelles, qui ont des idées, des programmes pour pouvoir casser la molécule, etc., qui attendent les financements. Soit les financements n'arrivent pas, soit ils n'arrivent pas en quantité suffisante. Il y a des décisions d'État à prendre qui ne sont pas prises. Il faudrait que nous puissions planifier à long terme. Alors j'ai parlé des nétisols tout à l'heure, qui les premiers pourraient être dégagés d'ici à peu près 80 ans. Alors ce qui va nous obliger normalement à une planification de long terme, de très long terme, planifiée pour nos petits-enfants. Et pour ça, il faut que les mentalités puissent l'accepter, mentalité des politiques notamment, sensibiliser, former les enseignants pour qu'ils puissent expliquer aux jeunes la pollution et comment vivre le mieux dans ce contexte-là.